Bonjour à vous tous et bienvenue dans cette première vidéo du premier module. Alors, je suis tellement content de vous retrouver dans cette vidéo et dans cette formation plus généralement. On va voir là dans cette vidéo des choses juste extrêmement intéressantes, extrêmement passionnantes puisqu'il s'agit de physique quantique. Bon, alors d'abord, je vais me permettre de te tutoyer, hein. Ça va être plus simple comme ça. Bon, j'ai pas la prétention de faire un cours sur la physique quantique, hein, bien évidemment. C'est pas l'objet, ça serait trop long à faire de toute façon. Par contre, moi ce que j'ai à cœur là de te partager, c'est ce qui m'a été utile pour moi dans ma compréhension et surtout ce qui peut être utile dans l'approche thérapeutique en termes de posture du praticien et puis la posture qui va pouvoir être aidante pour ton consultant, comment tu vas vraiment pouvoir mettre contribuer au maximum de ce que tu voudrais pour le bien-être de ton consultant. Et la compréhension en physique quantique va t'y aider grandement. Tu vas voir, c'est passionnant. Alors évidemment, quand on parle de physique quantique, souvent ça fait un petit peu peur parce que physique quantique c'est un gros mot. On pense à Albert Einstein, la relativité, on pense à Max Planck, on pense à Niels Bohr, etc., etc. Ça fait waouh, ça va être du costaud. Bon, rassure-toi, je vais faire vraiment très très simple. Les explications vont pas être du tout scientifiques, ça va être vraiment très très simple. Donc pardonne-moi si tu es vraiment un scientifique et que tu souhaites avoir des références de travaux, tu pourras les trouver sur la toile. On trouve vraiment plein de choses, notamment sur le site de Greg Braden, sur le site de Joe Dispenza, on trouve vraiment plein d'informations. Philippe Guimand aussi, chercheur au CNRS aujourd'hui, travaille énormément sur cet aspect-là. Et donc les chercheurs aujourd'hui sont en train de découvrir ou de redécouvrir plus précisément des choses que l'on connaissait mais qui n'étaient pas forcément prouvées. Ce qui est intéressant aujourd'hui à notre époque, c'est qu'on a tellement de moyens avec des moyens de mesure et puis de communication aussi qu'on peut expérimenter et qu'on peut vraiment découvrir et aller au bout de choses qu'on ne pouvait pas forcément faire il y a encore quelques dizaines, voire centaines d'années. Et d'un autre côté, on s'aperçoit que finalement, on est en train de retrouver des connaissances, on est en train d'expliquer des choses qu'on connaissait ou que des traditions, en fait, connaissaient depuis longtemps. Quand je parle de tradition, je parle de tradition amérindienne ou des chamans de Sibérie ou bien même dans le bouddhisme. Bref, des choses qui sont connues, qui sont des vérités pour ces personnes-là, mais que nous, on a plutôt oublié dans le monde occidental et qu'on est en train de redécouvrir grâce à la physique quantique. C'est un petit peu comme si, après un divorce très houleux qu'il y a eu entre la science et la religion, n'est-ce pas? Eh bien, c'est comme si aujourd'hui, on est en train de retrouver un chemin commun entre la science la vraie, non pas la science cartésienne, non pas la véritable science, et non pas la religion non plus, mais la spiritualité. Tu vois, c'est comme si on est en train de, à nouveau, réunir ces deux aspects et qu'on marche sur cette voie. D'ailleurs, les scientifiques qui font énormément de vulgarisation aujourd'hui dans ces domaines-là parlent à la fois de science et de spiritualité. Les deux sont manifestement intimement liés et les deux, j'ai bien l'impression que ça parle de la même chose. Alors, la première chose qu'on va voir en physique quantique, et moi qui me paraît vraiment important pour aborder le sujet, c'est l'espace n'est pas vide. Alors quand on dit que l'espace n'est pas vide, c'est vraiment important parce que, à un moment donné, quand on a découvert la matière, la constitution de la matière, on a su que la matière était faite de molécules, ces molécules sont faites d'atomes, ces atomes sont faits de noyaux, il y a des électrons qui tournent autour des noyaux, et il y a, à l'intérieur du noyau, il y a des protons, il y a des neutrons, etc. Est-ce qu'il y a dans les molécules, dans les atomes, il y a beaucoup de vide, où il y a beaucoup d'espace entre les électrons, entre les neutrons, etc. Et donc, on s'est dit, eh bien, la matière, c'est essentiellement du vide. Il y a énormément de vide. Mais que nenni, en fait, pas du tout. Ce n'est pas du vide. Et d'ailleurs, aujourd'hui,
je sais pas si tu connais Nassim Haramein, travaille énormément sur ce vide, et justement grâce à la constante de Planck, la constante de Planck qui est le lien entre, pour une particule, son énergie et la pulsion, en fait, la vibration sous forme d'onde, si tu veux, eh bien, il est en train de découvrir l'énergie qu'il y a dans ce vide. Et il trouve en ce moment une énergie, mais considérable à l'intérieur d'un espace très très faible. Bref, des travaux absolument passionnants qui vont, bien sûr, qui vont demander encore quelques années pour déboucher très concrètement, mais il y a déjà des applications très très intéressantes. Donc, cet espace qu'il va y avoir entre des molécules ou entre les atomes eux-mêmes ou entre les électrons qu'on pourrait penser vide n'est absolument pas vide. Et d'ailleurs, Max Planck le disait lui-même au début du XXe siècle, au milieu du XXe siècle, que la matière n'est pas faite, la matière dont est fait le monde, n'est pas du tout telle que nous on la considère. Finalement, on n'a qu'une représentation, mais qu'on n'est qu'on est à côté de la plaque, quoi, finalement. Puisqu'on voyait de la matière comme étant, solide, du vide, solide, vide. Et finalement, c'est pas ça du tout. Finalement, ce n'est que de l'énergie. Alors, c'est quoi de quoi est constitué alors ce vide? Eh bien, il est constitué d'énergie. Et alors, avant d'aller plus précisément dans ce que c'est que cette énergie, je vais te parler d'une expérience qui a été faite au début du XXe siècle, qui a démontré finalement la dualité au niveau des photons entre les ondes et les particules. Et ça, c'est juste extraordinaire. Parce que l'univers est fait finalement de ces particules quantiques qu'on va pouvoir observer soit sous forme corpusculaire, soit sous forme vibratoire, ondulatoire. Et ça, c'est en fonction de certaines situations, elle va être soit sous une forme, soit sous l'autre. C'est waouh, quoi. Tu vois, c'est pas évident à comprendre, ça. Que quelque chose, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est waouh. Tu vois, notre cerveau n'a pas l'habitude de penser de cette manière-là. Et pourtant, l'expérience a été faite avec des photons. Donc les photons, tu sais, ce sont des particules à masse nulle, où on a envoyé finalement ces particules à travers une fente et on a récupéré l'empreinte réalisée sur un support. Naturellement, il y avait une fente, on a envoyé des photons, naturellement, on a observé un faisceau. C'était complètement logique. Ensuite, on a continué l'expérience en rajoutant une fente. C'est pour ça que ça s'appelle l'expérience de la double fente. Et là, on a envoyé à nouveau ces particules. Et chose extraordinaire, au lieu d'obtenir deux faisceaux, deux empreintes, eh bien non, on a observé une multitude de faisceaux. Alors là, waouh, quoi, tu vois, le truc juste incroyable. Et à partir de là, effectivement, on a démontré qu'il y avait cette dualité entre l'onde et particule, que la particule pouvait être soit corpusculaire, soit alors ondulatoire, et c'est le fait qu'elle soit ondulatoire qui faisait que, eh bien, elle créait une multitude d'impacts. Incroyable. Et pour aller plus loin, eh bien, on s'est aperçu que c'est le fait d'observer la particule qui faisait qu'elle était soit corpusculaire, soit ondulatoire. Ça veut dire que, en fonction de l'attention qu'on porte sur quelque chose, eh bien on influence. On influence le monde juste en observant. Puisque l'univers est fait de particules quantiques, en observant ces particules quantiques, on va influencer. La réalité serait donc tributaire de notre attention. Alors je t'invite à regarder une vidéo sur cette expérience de la double fente beaucoup plus dans le détail. Tu verras, c'est vraiment passionnant. Je t'ai mis une vidéo en dessous de celle-ci où tu as l'ensemble de l'explication, comment ça s'est passé et surtout les conclusions. Mais là, tu vois, la conclusion est juste énorme parce que on s'aperçoit que en fonction d'une situation, eh bien, le fait d'observer va influencer la réalité. C'est extraordinaire, quoi.
Et pour aller plus loin, en fait, je t'ai dit que le vide n'existait pas, que finalement, que l'espace n'était pas vide. Donc il y avait quelque chose. Donc il y a des particules quantiques, ça tu l'as compris. Et ensuite, il y a quelque chose qui va maintenir cet ensemble. Et ce quelque chose qui maintient cet ensemble, eh bien, on va appeler ça le champ. Les anciens appelaient ça l'éther, cette matière qu'on ne voyait pas, qu'on ne percevait pas. Ils avaient l'intuition qu'il y avait quelque chose. Ils appelaient ça l'éther. Aujourd'hui, nos scientifiques appellent ça le champ. Certains vont appeler ça la matrice. Alors, c'est quoi ce champ? C'est quoi la matrice? Eh bien, c'est ce qui maintient l'ensemble cohérent. Et ce champ contient tout l'univers, l'ensemble des particules quantiques. Et donc, quand on sait que ces particules quantiques, elles sont soit sous forme ondulatoire, soit sous forme corpusculaire si elles sont observées, eh bien, tu vois que finalement, comme tout est entièrement dans son intégralité contenue dans ce champ, eh bien, on s'aperçoit que tout est possible parce que le fait, qu'est-ce qui va faire la différence entre quelque chose d'ondulatoire? Donc, ondulatoire, hein, tu vois, c'est une onde, c'est une vague qui se propage, qui va, qui vient, etc. Alors que la particule corpusculaire, c'est stationnaire en fait. Donc on va dire que c'est de la matière. On la considère comme de la matière. Est-ce qu'il va faire la différence entre une onde qui va, qui vient, qui revient, etc. ou une onde stationnaire et une particule corpusculaire? Eh bien, c'est le fait que l'onde devienne stationnaire. Et pour la faire devenir stationnaire, eh bien, c'est en l'observant. C'est l'observateur qui va créer la matière, d'une certaine façon. Dans le jargon, on appelle ça l'effondrement. L'effondrement de l'onde, de la particule vibratoire qui s'effondre dans la matière. Et donc, tout est contenu dans ce champ qui est holographique. Ça veut dire quoi, holographique? Un hologramme, c'est dans l'hologramme, tout est contenu, toute partie de l'hologramme contient l'intégralité du tout. C'est-à-dire que si tu prends un petit bout de l'hologramme, eh bien dans ce petit morceau, dans cette petite partie de l'hologramme, est contenu l'ensemble de l'information, l'ensemble de l'hologramme. Waouh! Tu vois, c'est super intéressant. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est que quand on influence une partie de l'hologramme, qu'on modifie une partie de l'hologramme, qu'on le stimule d'une certaine façon, eh bien, ça fait évoluer, ça influence l'ensemble de l'hologramme. Alors ça, tu me diras, on le savait depuis longtemps, les traditions nous l'enseignent depuis longtemps. Quand on dit que le battement d'une aile de papillon, quelque part, peut créer un ouragan à Honolulu, tu vois, c'est vraiment l'expression de ce champ quantique et de cette caractéristique d'hologramme du champ quantique. Donc il contient tout l'univers. Donc s'il contient tout l'univers, il contient tous les possibles. Donc tout est possible dans ce champ quantique. Donc à partir du moment où tout est possible, eh bien c'est possible de faire effondrer dans la matière impossible. Ce champ, c'est le pont entre le monde extérieur et intérieur. Et du coup, ça va être le miroir finalement. Ça va être le miroir à l'extérieur de ce qui est finalement à l'intérieur, puisque tout est dans tout et qu'une partie de soi va représenter l'intégralité du tout. D'ailleurs, on dit aussi que l'homme est un univers à lui tout seul. Donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est que on a toutes les connaissances, on a tout en nous et on est tout, on est tous reliés. Donc ce champ est constitué de champs électriques et de champs magnétiques. Alors ça va être super important aussi à savoir parce que notre corps, on va le voir, émet des champs électriques et des champs magnétiques, notamment notre cerveau et puis notre cœur. Et donc comme si ça émet aussi un champ électrique et un champ magnétique, eh bien forcément ça communique avec le champ quantique. Et donc, nous communiquons de manière systématique avec le champ quantique. Maintenant, la bonne question à se poser, c'est, mais comment je communique et qu'est-ce que je lui dis à ce champ quantique? Tu vois? Donc, tous les possibles existent sous forme d'ondes
donc les ondes qui vont et qui viennent, et le fait qu'elles se transforment en ondes stationnaires, ça crée de la matérialisation. Tu vois, c'est super intéressant, quoi. Alors, pour aller plus loin, puisque ce champ existe et relie l'ensemble des possibles, l'ensemble des particules quantiques, qu'elles soient ondulatoires, qu'elles soient corpusculaires, que tout est relié, eh bien, si tout existe et que tout est relié, il y a possibilité de se déplacer à l'intérieur d'une certaine façon. Et ce champ, finalement, certains vont l'appeler la conscience également. Et c'est là où on peut démontrer que la conscience n'est pas locale. Il y a des travaux de, je sais pas si tu connais Jean-Jacques Charbonnier, qui a travaillé sur les expériences de mort imminente, qui a démontré que la conscience n'est pas locale, elle n'est pas à l'intérieur de l'être humain, elle est ailleurs. Et les travaux de Sylvie Détiolaz, je sais pas si tu connais, Sylvie Détiolaz en fait est docteur en biologie moléculaire et s'occupe du centre d'études de recherche de Noesis en Suisse. Et elle a passé 10 années à étudier le cas Nicolas Fraisse. Alors Nicolas Fraisse, c'est un gars juste extraordinaire. Il est capable, en état altéré de conscience, bien de se déplacer partout sur la planète et ailleurs également. Donc en fait, il se déplace dans le champ, dans la matrice, d'une certaine façon. Elle a mis au point donc des protocoles d'expérimentation pour valider, parce que tu te doutes bien que si les protocoles ne sont pas rigoureux, le sujet est tellement sensible qu'elle va vite avoir des soucis. Et donc elle a mis en place des protocoles extrêmement rigoureux pour valider en fait ce cas, ces expériences que fait Nicolas Fraisse dans des champs de conscience vraiment particuliers. Donc il est capable d'aller voir une enveloppe qui a été mise sur une porte dans un appartement à New York, un endroit où il n'était jamais allé physiquement, sans qu'on lui ait jamais dit quoi que ce soit. On lui demande d'y aller, on lui dit va à telle adresse voir ce qu'il y a, et il y va et il rapporte les informations. C'est extraordinaire. Il raconte aussi Nicolas que quand il était étudiant et qu'il avait des devoirs par exemple, il utilisait cette capacité pour tout en restant en classe, mais aller chez lui en conscience pour voir les réponses aux questions. Voilà, juste c'est dingue quand tu y penses. Donc tu vois un petit peu tout ce qu'on est capable de faire, et là de plus en plus de scientifiques mettent en évidence ça et démontrent l'existence de cette matrice, de ce champ quantique où on peut aller à l'intérieur et on va pouvoir également l'influencer. Alors comment ? Je voudrais te parler de 3 expériences importantes qui ont été réalisées. La première expérience, c'est la mesure de la puissance énergétique du corps humain et notamment du cœur. Le cerveau émet des champs magnétiques, des champs électriques. Le cœur émet des champs magnétiques, des champs électriques, et il émet des champs magnétiques et électriques beaucoup plus puissants que ceux du cerveau. C'est pour ça que on s'est plutôt intéressé aux champs émis par le cœur. Et on va comprendre l'influence et l'importance plus tard. Et les scientifiques ont mesuré qu'en fait, 2,50 m autour du cœur, on a pu mesurer ces champs électromagnétiques. Et quand on a demandé aux scientifiques pourquoi 2,50 m, pas plus, simplement c'est parce que leurs instruments de mesure n'avaient pas eu la capacité d'aller plus loin, tout simplement. Donc un champ magnétique qui émane, qui se propage autour du cœur. Et donc tu vois que c'est super important ça, parce que quand on est avec un autre individu, par exemple, lui c'est pareil. Il a son champ électromagnétique qui émane, qui se propage. Et donc, qu'est-ce que font des champs magnétiques qui se rencontrent ? Ça s'influence. Tu vois. Il y a une influence de l'un sur l'autre. Comme le champ électromagnétique va aussi influencer les particules qui se trouvent sous forme ondulatoire dans la matrice. De la même manière. Deuxième expérience intéressante, c'est on a divisé un photon en deux. Alors tu sais qu'un photon, c'est une particule à masse nulle, et on l'a divisé en deux, et on les a envoyés diamétralement opposés à 22 km l'un de l'autre.
Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a stimulé le premier en lui envoyant on l'a excité d'une certaine façon, on lui a envoyé des informations et il a réagi d'une certaine manière. Et en observant le second, évidemment, tu t'en doutes, le second a réagi exactement de la même manière au même moment qu'on excitait le premier. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Ça veut dire que, à partir du moment où deux particules ont été connectées ensemble, eh bien, quand on en influence une, quand on agit sur l'une, c'est comme si on agissait sur l'autre. L'autre se comporte exactement de la même manière que si on agissait dessus. Génial. Et donc, quand on sait que lors du Big Bang, on était tous connectés, puisqu'on était tous à l'intérieur d'une boule grosse comme une balle de ping-pong, et quand je dis tous, mais je dis tout l'univers, les étoiles, les minéraux, les végétaux, les terres, les planètes, bref, tous, les êtres humains, évidemment, tous à l'intérieur, on était tous contenus là-dedans, on était tous connectés. Il y a eu ce Big Bang, c'est parti de tous bords, de tous côtés, mais on est resté connectés. Et donc, ça veut dire que quand il y a une particule qui est influencée, eh bien, toutes les autres particules sont influencées aussi de la même manière. Donc là aussi, ça rejoint les traditions, ça rejoint des croyances que les traditions nous enseignent. C'est-à-dire que quand on agit sur soi, par exemple, quand on fait un travail personnel sur soi et qu'on évolue, eh bien, ça fait évoluer aussi l'ensemble de l'humanité, l'ensemble de l'univers. Tu connais l'expérience du centième singe. Bon, si tu connais pas, je t'invite à aller voir sur Internet. Elle est extrêmement intéressante, là aussi. C'est qu'à partir du moment où il y a une certaine masse critique, eh bien, la masse critique va permettre d'influencer l'intégralité du tout. L'ensemble de la masse. Donc, c'est ce qu'on appelle l'intrication. Et tu vois combien ça peut être extrêmement intéressant parce que quand tu reçois un sujet en consultation, eh bien, toi, le travail que tu auras fait sur toi, forcément, a influencé et influence encore la personne qui vient te voir. Troisième expérience extrêmement intéressante, c'est on a pris un tube de verre et on a fait le vide à l'intérieur, au maximum de ce qu'on savait faire. Donc forcément, à l'intérieur, il restait des photons. On a observé la répartition des photons, on s'est aperçu que les photons étaient disposés de manière aléatoire, tout à fait logiquement, je dirais. Jusque-là, pas de surprise. Ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté de l'ADN humain dans ce tube de verre. Et ce qui s'est passé, c'est que ça a influencé l'organisation des photons, c'est-à-dire que les photons se sont mis plus ou moins autour de l'ADN. Intéressant. L'ADN influence les photons. Quand on sait que les photons, ce sont des particules et que l'univers est rempli de particules, tu vois, je vais en venir. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a enlevé l'ADN. Eh bien, quand on a enlevé l'ADN humain, tout s'est passé comme si l'ADN était toujours présente, comme si elle était toujours connectée, comme si elle avait toujours un impact. Donc là aussi, comme tout à l'heure pour les photons, les deux photons entre eux, eh bien là, à partir du moment où l'ADN, il y a eu connexion avec des photons, il y a eu une influence qui est restée après que l'ADN ait été enlevé. Alors ici, je t'ai dit que le cœur avait une puissance énergétique qui était bien supérieure à celle du cerveau. En effet, elle a un champ énergétique, elle émane un champ énergétique qui est 100 fois supérieur à celle du cerveau. Et un champ magnétique qui est 5000 fois supérieur à celle du cerveau. Donc tu vois un peu, là, c'est pour ça qu'on parle de la puissance du cœur et que ça a un impact vraiment important. Donc ça veut dire que si le corps humain et le cœur en particulier a cette propagation électromagnétique, envoie des rayons de cette façon-là sous forme de champ magnétique et sous forme de champ électrique, comme la matrice est constituée de champs électriques et de champs magnétiques, qu'est-ce qui se passe? Ça influence. C'est-à-dire que l'émanation, essentiellement provenant du cœur, va influencer le champ quantique. Alors c'est quoi le cœur? C'est quoi qui vient du cœur? Eh bien, c'est ce qu'on appelle les sentiments. Le cœur, c'est le siège des sentiments. Alors, un sentiment, pour faire assez simple, je vais te dire que c'est l'union entre une pensée
une croyance et puis une émotion. Alors une émotion au sens primordial du terme. Je te parle pas des émotions dont on parle parfois, des 5 émotions de base. La peur, la tristesse, la colère, la joie, le dégoût. Je te parle vraiment de ces 2 émotions instinctives qui viennent des chakras que sont l'amour et la peur. Deepak Chopra en parle, il dit qu'il y a 2 routes, celle de la peur ou celle de l'amour. Et donc, tu vois que c'est comme si la croyance et l'émotion, la conséquence, le résultat de ces 2 conjugués, eh bien, ça crée le sentiment. Donc, ça va créer un sentiment de paix, ça va créer un sentiment d'anxiété, ça va créer un sentiment de bien-être, un sentiment je vais être tendu, je vais être dans l'appréhension, je vais être dépité, je vais être surpris, je vais être enthousiasmé. Bref, tu vois, toutes les couleurs que peuvent prendre les sentiments. Et ce qui est important de savoir, c'est que donc, ces sentiments émanent du cœur et le cœur émet un champ électromagnétique. Je te laisse quelques instants là, réfléchis un petit peu où est-ce que je veux en venir avec ça. Tu vois un petit peu le résultat? Et oui, puisque quand on sait que l'ADN, tu sais, c'est on la trouve sur des molécules qu'on trouve sous forme d'hélice, et on sait que nos sentiments influencent l'ADN. C'est-à-dire que quand on a des sentiments qui ont été résultats de l'amour, de l'émotion amour, qui sont colorés avec l'amour, eh bien, l'ADN se détend. Et l'ADN qui se détend influence notre système immunitaire et crée davantage d'hormones de DHEA, par exemple. Et donc, ça développe davantage notre système immunitaire. A contrario, quand nos sentiments sont influencés par la peur, quand nos sentiments sont le résultat de la peur, eh bien, l'ADN est tendu, contracté. Et là aussi, ça influence le système immunitaire, mais ce coup-ci, pas dans le bon sens. Ça réduit l'efficacité du système immunitaire, donc par conséquent la santé. Donc ça, encore une fois, rien de nouveau, sauf que ce qui est intéressant, c'est que la science démontre que nos sentiments directement influencent notre santé. Bon, ça c'est top. Et que sont nos croyances qui influencent nos sentiments. Donc nos croyances influencent notre santé. Là aussi, rien de nouveau. Mais si on va plus loin, l'ADN influence aussi les particules quantiques. On l'a vu avec l'expérience du tube de verre. Donc, si ça influence les particules quantiques, ça influence le champ quantique. Je te rappelle que le champ quantique, c'est un ensemble, c'est ce qui maintient l'ensemble des particules quantiques. Donc les particules quantiques qui sont soit sous forme ondulatoire, soit sous forme stationnaire corpusculaire. Donc l'ADN influence les particules quantiques. Donc ça veut dire que nos sentiments influencent la matière, influencent les particules quantiques, donc la matière. Donc nos croyances changent le monde, changent la matière. Et je voulais te parler d'une expérience qui a été faite en Chine, juste absolument extraordinaire, où une personne qui souffrait, qui avait une tumeur, et trois praticiens ont travaillé avec cette personne, et le job de ces praticiens, c'était de se connecter vraiment à l'amour le plus pur, et donc par rapport à ça, ils avaient des mantras pour rester connectés avec l'amour. Et au niveau de leurs croyances, au niveau de leurs pensées, la seule pensée, la seule croyance qu'ils avaient pendant le travail qu'ils ont fait avec cette personne-là, c'était la guérison. C'est-à-dire que la croyance c'était pas que la personne allait guérir, c'était pas qu'elle pouvait guérir. Non. C'était elle est guérie. La croyance, la pensée, c'est elle est guérie. Ça, c'est la pensée, c'était la croyance, elle est guérie. C'est la certitude, elle est guérie. Et ça a été combiné, donc, je dirais presque fusionné
tu vois, c'est comme si, ouais, il y a cette combinaison en fait, fécondée, voilà, c'est le terme que je cherchais. Tu vois, il y a cette pensée, cette certitude, c'est comme si c'est fécondé par l'amour, par cette émotion. Eh bien, le résultat, c'est qu'il n'a pas fallu plus de 5 minutes pour que la tumeur disparaisse. Incroyable. Avec cette pensée, cette certitude que la personne est guérie, avec cet amour qui permet au cœur d'envoyer ce sentiment, eh ben, ça a un impact directement sur le résultat. Tu vois un petit peu tout le travail qu'on peut faire avec ça. Donc tu vois que quand tu reçois un sujet, la manière dont tu vas penser, tes croyances à toi, si tu commences à penser, si tu crois que oh là là, ça va être compliqué, ou le pauvre il a pas de chance, ou blablabla, tu vas voir que ça va être, ben voilà, tu crées, tu crées finalement ce résultat. Donc tu vois que l'idée c'est non seulement de penser, d'avoir cette certitude, d'avoir cette croyance, mais en plus de féconder ça, d'envoyer cette émotion qui est de l'amour. Et à partir de là, eh bien, tu crées complètement, tu matérialises complètement ce que tu crées là. Tu vois, c'est juste super intéressant quoi. Donc en thérapie quantique, on va vraiment utiliser cette approche-là. On va créer on va créer ce genre de choses. En fait, ce qui se passe, c'est que on influence le champ quantique, donc corpus ondulatoire, et comme il y a tous les possibles dans ce champ quantique, tout est présent, tout est possible, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En envoyant ce champ énergétique d'amour et de résultats de guérison, dans cet exemple-là, eh bien, on fait effondrer dans la matière le possible qui est la guérison. Puisque cette guérison existe quelque part, ce possible existe, eh bien, on le fait effondrer dans la matière. Cette onde qui était, cette particule qui était ondulatoire, la guérison, qui allait, qui venait, machin, eh bien, on la fait descendre dans la matière, elle devient stationnaire, et elle se transforme en création sonnante et trébuchante. Tu vois un petit peu la puissance qu'on peut avoir. Donc, on n'est pas simplement des observateurs. On peut observer, quand on observe la réalité, quand on observe quelque chose, eh bien, sache que tu l'influences et que tes sentiments, en fonction des sentiments que tu as, eh bien, ça va créer quelque chose de positif ou pas. Donc, regarde où tu mets ton attention. Regarde les sentiments que tu as. Aujourd'hui, bah, c'est vrai qu'on attire plutôt notre attention par rapport à des sentiments de peur des attentats, peur de la maladie, peur des virus, peur de manquer, etc., etc. Je dirais qu'on n'est pas dans des sentiments qui sont le résultat de l'amour. On est plus dans des sentiments qui sont le résultat de la peur. Eh bien, à nous, à travailler là-dessus parce qu'on est responsable de nos sentiments, hein, personne d'autre. Les pensées, c'est nous qui en sommes. Les croyances, les pensées, c'est nous qui en sommes les responsables. Donc, on est responsable aussi de nos sentiments par rapport à ça. Choisis où tu veux mettre ton attention. Et pense-y surtout quand tu reçois des consultants. Où est-ce que tu mets ton attention? Et ça fait une différence fondamentale. C'était la première vidéo donc concernant la physique quantique ou des choses qui nous sont intéressantes qui viennent de la physique quantique. On va continuer l'exploration. Dans la prochaine vidéo, on va voir l'apport des neurosciences. Alors là aussi, c'est super intéressant. On a vu que le cœur avait cette puissance énergétique extrêmement importante, que les croyances avaient énormément d'impact, et on va voir donc au niveau de notre cerveau comment ça se passe, parce que du coup, pour transformer, travailler sur nos croyances, c'est intéressant aussi de savoir comment ça se passe au niveau cérébral. Et encore une fois, plus on a de la connaissance, et plus on peut agir et plus on peut influencer en toute responsabilité. Je te dis à très vite sur la prochaine vidéo.